Imaginez que vous vous réveillez un matin en entendant des voix qui vous parlent, qui vous avertissent, qui vous annoncent des choses ou qui vous racontent simplement n'importe quoi à 3 heures du matin pendant que tout le monde dort. Maintenant, imaginez que cela vous arrive il y a 3000 ans, en Égypte ancienne. Pas de diagnostic, pas de médicaments, pas de psychologue à 120 € la séance qui hoche la tête en demandant comment vous vous sentez. Ce que vous avez, c'est un prêtre, un rituel et peut-être une chèvre. Et selon l'époque et l'endroit où vous viviez, ça pouvait être étonnamment doux ou au contraire absolument terrifiant. Parce que la façon dont une société traite ses membres les plus vulnérables en dit long sur cette société. Vraiment très long. Commençons par la préhistoire, parce qu'on a des preuves concrètes et c'est immédiatement fascinant. Des archéologues ont retrouvé des crânes vieux de plusieurs milliers d'années, percés de trous. Pas des blessures de combat, des trous nets, creusés volontairement. Certains montrent une repousse osseuse sur les bords, preuve que la personne a survécu à l'opération. On appelle ça la trépanation, et l'hypothèse la plus répandue est simple. On pensait libérer les esprits malfaisants coincés dans le crâne. Migraines, hallucinations, comportements étranges, un démon logé dans la tête. On perçait un trou, on laissait sortir le mal. Ce qui est troublant, c'est que cette pratique est apparue indépendamment au Pérou, en Grèce, en Europe médiévale, en Afrique subsaharienne, sans aucun contact entre ces civilisations. Toutes sont arrivées, séparément, à la même conclusion. En Mésopotamie, à Babylone et en Assyrie, la maladie mentale n'était pas un problème médical, mais une dette spirituelle. Souffrir psychologiquement signifiait avoir offensé un dieu. On appelait ça la main du dieu. Des prêtres, les achipus, jouaient les enquêteurs spirituels. Ils examinaient les symptômes, les rêves, comparaient tout cela à d'immenses répertoires sur tablettes d'argile, puis prescrivaient un rituel de purification. Leur diagnostic était souvent d'une précision remarquable, décrivant des états que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme la dépression, l'épilepsie ou la manie. Ils s'étaient simplement trompés sur la cause. L'Égypte, elle, prend un tournant plus surprenant. Le papyrus Ebers, vers 1550 avant notre ère, décrit les troubles mentaux comme des affections du cœur, ce qui est anatomiquement faux, mais l'important, c'est qu'on les traitait comme des maladies, pas comme des punitions divines. Remèdes à base de plantes, repos, vie sociale, et même des séjours dans des temples pour ce qu'on pourrait appeler une thérapie environnementale. Jardins apaisants, musique, interprétation des rêves dans le sanctuaire du dieu guérisseur Imhotep. Des patients dormaient sur place pour recevoir des rêves censés orienter leur guérison. C'est franchement plus doux que certains établissements psychiatriques actuels. En Grèce, deux visions s'affrontent pendant des siècles. D'un côté, la folie comme don divin. Platon décrit 4 formes de folie sacrée, prophétique, rituelle, poétique et amoureuse, toutes considérées comme supérieures à la simple raison. De l'autre, Hippocrate rejette catégoriquement l'explication divine. Dans son traité sur la maladie sacrée, il affirme que les troubles mentaux viennent d'un déséquilibre physique, celui des 4 humeurs, le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire. C'est d'ailleurs de là que vient le mot mélancolie, littéralement bile noire. Le mécanisme était faux, mais l'idée qu'une cause biologique explique la maladie mentale était si en avance sur son temps que l'Occident mettra près de 2000 ans à la reprendre sérieusement. Rome hérite des idées grecques, en gardant le meilleur et en abîmant le reste. Le médecin Galien prolonge la tradition humorale et recommande bain, massage, exercice et surtout la conversation. Il pensait que le récit du patient avait une valeur médicale. Mais Rome invente aussi le statut légal de furiosus, le fou qui perdait tous ses droits. La décision revenait à la famille et à un magistrat, pas à un médecin. Un oncle riche et gênant pouvait vite se retrouver déclaré fou par des héritiers pressés. Le Moyen-Âge européen a mauvaise réputation, et pas totalement à tort. La possession démoniaque domine. L'exorcisme est un traitement courant. Mais l'histoire est plus nuancée. Pendant ce temps, le monde islamique médiéval, de l'Espagne à l'Asie centrale, développe une approche remarquablement médicale. Le médecin Avicenne, dans son canon de la médecine au début du XIe siècle, décrit des tableaux proches de la dépression, de l'anxiété ou du trouble obsessionnel compulsif et recommande musicothérapie, exercice physique et ce qu'il appelle un traitement psychique fondé sur la parole.
On parle bien de 1025. Le monde islamique construit aussi les premiers hôpitaux psychiatriques de l'histoire. À Bagdad au 8e siècle, au Caire au 9e, des lieux avec jardin, musique, eau courante, pas des prisons. Pendant ce temps, en Europe, on pratiquait l'exorcisme. En Europe, justement, beaucoup de communautés villageoises géraient la folie de façon pragmatique. La personne perturbée était nourrie, surveillée, intégrée à la vie du village, sans être soignée ni guérie, simplement incluse. Le meilleur exemple reste la ville de Geel, en Belgique, qui accueille depuis le XIIIe siècle des malades mentaux au sein des familles locales, un système de soins communautaires qui existe encore aujourd'hui, après plus de 700 ans. Puis vient l'époque moderne, et les choses empirent avant de s'améliorer. Au XVIe et XVIIe siècle se développe le grand enfermement, mêlant fous, pauvres et marginaux. L'hôpital de Bethléem à Londres, surnommé Bedlam, devient tristement célèbre. Au XVIIe siècle, on pouvait payer pour venir observer les patients comme un spectacle du dimanche. Des milliers de visiteurs chaque année venus regarder la souffrance humaine comme une attraction. Le XVIIIe siècle amorce un tournant. Philippe Pinel, en France, aurait fait retirer les chaînes des patients de l'hôpital de Bicêtre en 1793, défendant l'idée que la maladie mentale est une maladie comme une autre, curable, et que la brutalité nuit à la guérison. En Angleterre, William Tuke fonde le York Retreat en 1796, un établissement Quaker fondé sur la dignité, la bienveillance, le travail utile et l'air frais, sans chaîne ni cachot. Les résultats y sont nettement meilleurs qu'ailleurs. Preuve, déjà à l'époque, que traiter les gens avec humanité fonctionne mieux que les torturer. Le XIXe siècle construit d'immenses asiles, vite surpeuplés et déshumanisants, tout en posant les bases de la psychiatrie scientifique moderne, avec des figures comme Émile Kraepelin. Le savoir progressait plus vite que les institutions ne pouvaient s'organiser humainement. Alors, que retenir de tout ce parcours, des crânes percés à Geel, de Bethléem au York Retreat? Les réponses les plus humaines à la maladie mentale ne sont presque jamais venues des sociétés les plus savantes. Elles sont venues de communautés qui n'avaient pas le choix d'inclure leurs membres différents, de réformateurs qui ont simplement appliqué un peu d'empathie contre les résistances institutionnelles. Babylone s'est trompée sur la cause, mais a sincèrement cherché à aider. Rome a compris une partie de la biologie et a construit un système légal qu'on pouvait manipuler. Le Moyen-Âge a persécuté et a aussi bâti Géel. Les Lumières ont apporté la dignité, avant de produire des asiles surpeuplés. Nous en savons aujourd'hui bien plus qu'à aucune autre époque, mais l'écart entre ce que nous savons et ce que nous faisons réellement de ce savoir n'est pas nouveau. Il existait déjà quand Pinel a retiré ses chaînes en 1793, pendant que tout le monde autour de lui pensait qu'il devenait fou. Le savoir a toujours eu une longueur d'avance. L'humanité, elle, a toujours dû être défendue, réclamée, prouvée par ses résultats. La vraie question n'a jamais été seulement ce que nous savons de la maladie mentale, mais ce que nous pensons que les malades méritent. Et la réponse ne se trouve pas dans les manuels, mais dans notre capacité à regarder une personne en souffrance, même quand cela nous met mal à l'aise, et à dire « c'est une personne, elle a sa place ici, elle mérite qu'on se batte pour elle ». C'était difficile hier, ça l'est encore aujourd'hui.